tous, c'est Justine et aujourd'hui je vais vous faire mon bilan de la deuxième partie du mois d'août 2017. Je n'ai pas lu autant de livres que la première partie du mois, j'ai lu 5 livres, donc plusieurs pour les cours. Alors cette deuxième partie de mois a été assez longue pour moi niveau lecture puisque j'ai vraiment peiné sur certains livres. Et j'ai fait d'autres choses aussi, du coup j'ai moins lu. Et je vais en profiter pour vous montrer mon petit chat, Mishka, tant qu'elle est là. Sinon, voilà, donc elle est ici, voilà, c'est Mishka. Comme ça vous l'avez enfin rencontrée. Emeline, voilà, tu l'as enfin vu. Je vais vous passer tout de suite au livre et je vous ferai un espèce de petit bilan de tout le mois à la fin. Mais pas un bilan avec les livres, mais un bilan genre le meilleur, le moins bien, tout ça. Donc le premier livre que j'ai lu dans cette deuxième partie du mois, c'est La Vendetta de Balzac. Très très court. Donc dans le résumé c'est déjà écrit La Vendetta, histoire d'un amour contrarié et tragique, est un peu une version corse de Roméo et Juliette. Bon, une fois que j'ai lu ce résumé, je me suis dit oh, ok, j'ai beaucoup aimé, puisque les histoires d'amour c'est pas vraiment mon truc. Pourtant j'ai beaucoup aimé ce livre, surtout grâce à l'écriture de Balzac, qui est vraiment puissante et qui est vraiment, enfin comment dire, je pense que l'écriture de Balzac peut rendre n'importe quel livre bon. Bon, le premier livre que j'ai lu de Balzac j'ai détesté, mais c'était pas l'écriture que j'avais détesté, c'était, enfin si, c'était peut-être la longueur de l'écriture et peut-être aussi c'était surtout le contenu. Mais là c'était vraiment bien, et puis c'était très court donc ça allait. Alors ce que j'ai aimé, donc l'écriture, et j'ai aussi aimé que ce soit une histoire d'amour authentique, puisque d'ordinaire les histoires d'amour que je n'aime pas c'est plutôt les histoires d'amour contemporaines, puisque c'est souvent insta-love, je sais pas, c'est pas, ça me paraît pas authentique dans les romans contemporains souvent. Bon là c'était insta-love aussi, hein, mais ça faisait authentique, je sais pas, je sais pas. J'ai aimé l'espèce de réflexion que Balzac fait sur les relations entre les êtres. Par exemple, il parle ici de la relation père-fille. Et je sais pas, j'ai trouvé qu'il avait un peu touché dans le mille. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai trouvé que c'était vachement juste ce qu'il disait. En revanche, ce que j'ai pas trop aimé dans ce livre, c'est la stéréotypie de ce genre d'histoire. Roméo et Juliette, c'est quand même... Comment dire, quand on réécrit Roméo et Juliette, entre guillemets, c'est forcément stéréotypé. La jeune fille est parfaite, le jeune homme l'est aussi. Ici, on a en plus le fait que la jeune femme soit appelée l'italienne, donc elle a forcément un caractère fort. C'est un peu un préjugé, donc bon, voilà. Ensuite, bien sûr, les parents sont inflexibles, et bien sûr, les morts qui arrivent à la fin, en fait, étaient évitables. Mais il est trop tard une fois qu'on se rend compte, évidemment. Voilà, donc ça, bon, c'est un peu toujours la même chose, mais c'était quand même beau, et j'ai essayé de vous trouver, voilà. Il y a une citation du livre qui m'a particulièrement touchée, on va dire. L'amour n'est-il pas comme la mer qui, vue superficiellement ou à la hâte, est accusée de monotonie par les âmes vulgaires, tandis que certains êtres privilégiés peuvent passer leur vie à l'admirer, en y trouvant sans cesse de changeants phénomènes qui les ravissent. On va dire que voici une définition de l'amour parfait. Donc voilà, c'était très bien, je vous recommande. Histoire d'amour typique entre guillemets, mais avec l'écriture de Balzac. Ça passe mieux. Ensuite j'ai lu Mysteries of Winterfell, le 3e tome de la trilogie gothique de Joyce Carol Oates. Alors je peux vous parler de ce qui se passe dans ce livre, puisque en fait les 3 tomes n'ont concrètement rien à voir l'un avec l'autre, c'est juste les éléments gothiques qui se suivent et l'élément familial aussi. Alors là on suit Xavier Kilgarvan qui est détective amateur et qui va tenter de résoudre 3 enquêtes qu'on a ici. En fait le truc c'est que ces 3 enquêtes à chaque fois ne sont jamais résolues. Ou alors elles sont résolues pour le détective, mais la justice n'éclate pas en fait. Ce qui nous apporte une espèce de réflexion sur la justice, sur l'hypocrisie de la société. Il y a aussi une critique de la religion, et donc une critique de la société. On retrouve les éléments gothiques. On a notamment une espèce de forêt marécage, enfin, voilà. On a aussi des pouvoirs, des fantômes, tout ça. Donc c'était quand même gothique, mais j'ai trouvé que l'élément policier était bien. Mais je sais pas, j'ai trouvé ce livre long en fait. Il fait 482 pages, donc comparé aux autres tomes, il est plus court. Mais j'ai l'impression que c'est celui pour lequel j'ai le plus peiné. Donc ça m'a un peu... voilà. Après, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage en fait. Donc j'avais pas par exemple une Léa Bellefleur ou une... j'arriverai jamais à dire son nom. Draida Zine. Donc j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. J'ai détesté Perdita de tout mon cœur.
Et voilà, le personnage principal est assez faible par rapport à Perdita par exemple. Je sais pas. Bon, j'ai aimé l'écriture, j'ai quand même aimé l'ambiance gothique, mais en fait c'est celui que j'aime le moins dans la trilogie. Ça reste un très bon livre bien sûr, mais c'est quand même celui que j'aime le moins. Donc un peu déçue ici. Et comme je vous l'ai dit, une réflexion sur la justice, puisque la justice ne triomphe jamais. Ce qui est assez agaçant en fait quand on lit le livre, on se dit non mais quand même, il y a un moment donné où il va réussir ou... Voilà. Et on retrouve bien sûr le féminisme de Joyce Carol Oates dans ce livre, ce qui est évident. Je vais en profiter pour vous remontrer Mishka puisqu'elle est en train de dormir et qu'elle est trop mignonne quand elle dort. Ensuite j'ai lu Les larmes rouges, tome 1, déliquescence de Georgia Caldera. Ma sœur a adoré ce livre donc elle me l'a prêté. Et c'est l'histoire de Cornelia qui en fait tente de se suicider et qui se retrouve dans un univers étrange avec des créatures inconnues, mystérieuses, fantastiques, tout ça. Alors on va commencer par ce que j'ai aimé dans ce livre. J'ai aimé les costumes qui sont vraiment très beaux, genre Henri est vraiment classe. J'ai aimé les costumes à la fin aussi puisqu'il y a des robes de bal, tout ça. J'ai aimé les décors puisqu'on a un manoir, on a 2 châteaux, donc là ça allait. On a aussi une chapelle en ruine qui fait très gothique et du coup j'ai aimé l'ambiance parfois gothique, voilà. Mais je n'ai rien aimé d'autre, c'est-à-dire que l'héroïne m'a... Ah, non, je n'ai pas supporté l'héroïne, elle est insupportable, tout simplement. C'est dommage, elle s'appelait Cornelia, donc j'aime ce prénom, et je le trouve beau, mais non, pas elle. Elle pleure beaucoup, elle est contradictoire, elle dit oui, elle dit non, puis elle dit oui, elle dit non, non. Non. Elle est insupportable. C'est aussi le genre d'héroïne qui ne sait pas qu'elle est belle. Du coup elle dit non mais je suis horrible, je sais que tu ne m'aimes pas. Et elle se rend pas compte non plus des personnages qui l'aiment, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Donc bien stéréotypé. Il y a pas mal de clichés aussi, notamment le cliché de la créature fantastique qui se trouve dans ce livre. Bon d'accord, l'auteur se moque des clichés qu'elle met ici dans son livre. Mais il n'empêche que ça reste des clichés et que c'est énervant de retrouver des clichés dans le livre. Enfin, ouais. Ensuite, c'est un peu long, je trouve, pour l'histoire. 700 et quelques pages, il me semble. 760 pages 61 pages. 761 pages pour raconter ça. Je pense qu'on aurait pu faire des coupes. Hein, parce que non. C'est facile à lire, ça se lit vite. Mais il n'empêche que non, c'était trop long, je trouve. Et dernière chose, l'écriture est mauvaise, je trouve. Parce que certaines expressions sont utilisées à mauvais escient. Certains mots ne sont pas utilisés au bon moment. Et la ponctuation, alors les points-virgules, il y en a partout, mais ils sont pas... Enfin, ils devraient pas être là. Je veux dire, un point-virgule, c'est quand on met une pause. Donc je lis la phrase, point-virgule, je fais une pause, je lis la suite, et en fait je me rends compte qu'il n'était pas censé y avoir de point-virgule. Alors je sais que je fais ma grammairienne là, mais je suis désolée, quand on écrit un roman et qu'on le publie, on fait attention à ce genre de choses, donc pas de point-virgule dans ce genre de situation. Voilà. Donc plus je parle de ce livre et moins je l'aime, donc ça me fait un petit peu peur. Puisque j'ai le deuxième tome offert par ma sœur. Voilà, donc je pense que je commencerai à lire et si je vois que je ne supporte pas, j'arrêterai. Ensuite, j'ai lu In Cold Blood de Truman Capote. En français, De sang-froid. Donc c'est l'histoire d'un quadruple meurtre à Holcomb, Kansas, le 15 novembre 1959. Donc on suit en parallèle les meurtriers et les victimes, puis l'enquête des meurtriers. Alors, on va commencer par ce que j'ai aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé l'écriture, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Ça se lit facilement, et puis on sent que l'auteur a travaillé son écriture, donc c'est vraiment de la littérature. C'est pas le genre de livre que j'aime. C'est pas le genre de livre que j'aime lire. Et non, c'est pas vraiment mon genre. Mais c'est un de ses livres importants, c'est pour ça qu'il est publié chez Penguin Essentials, puisque... c'est une branche de Penguin qui publie les must-reads, entre guillemets. Les livres importants du siècle, quoi. Et c'est vrai que je trouve que c'est important puisqu'il y a une réflexion sur la société américaine, une réflexion sur le système judiciaire, une réflexion sur la peine de mort. Et justement, parlant de réflexion, en fait, l'auteur ne donne jamais son opinion. C'est-à-dire que du début à la fin, on n'a jamais « je pense que » ou alors « à mon avis » ou on n'a absolument pas l'auteur dans le livre. Ce que j'ai trouvé vachement bien puisque du coup, il laisse le lecteur réfléchir par lui-même. Il lui donne plusieurs options. Par exemple, sur la peine de mort, il lui donne plusieurs arguments pour, contre. Mais il ne dit jamais ce que lui pense, en fait. Du coup, ça laisse au lecteur la liberté de penser ce qu'il veut, sans être influencé par l'auteur, et sans haïr l'auteur parce qu'il pense pas comme lui, voilà.
Par exemple, j'ai lu en début d'année Laetitia ou la fin des hommes d'Ivan Jablonka, et là il y a l'auteur partout dans le livre, alors que ce n'est pas un livre sur l'auteur, c'est un livre sur un fait divers. Donc voilà, j'ai nettement préféré celui-là, hein, puisque Laetitia ou la fin des hommes est un des livres que j'ai le plus détesté cette année. Donc vous le retrouverez en fin d'année dans les pires livres de 2017. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus, j'aime cette édition, je la trouve belle, encore une fois. Par contre elle s'abîme vite, c'est dommage. Voilà. Et dernier livre de ce mois-ci, Batman, un deuil dans la famille. Scénario écrit par Jim Starlin et James Robinson et le dessin réalisé par Jim Aparo et Lee Wicks. Alors, déjà je suis pas très fan des graphismes, enfin bon, encore ça passe. Mais j'ai aimé découvrir un peu la vie du deuxième Robin, donc je me souviens déjà plus son nom, c'est bien, Jason Todd, voilà. Et sa mort en fait, puisque c'est ça qui va changer un peu la vie de Batman à nouveau, on va dire. Bon, il y a le Joker dans le livre, donc je suis pas fan du Joker, lui et moi on n'est pas très amis. Enfin bon, c'était inévitable, voilà, le voilà ici. J'ai pas grand chose à dire sur ce comics, à part que c'est un peu une nouvelle tragédie pour Batman. À la fin aussi on a quelques pages qui résument carrément le livre. Enfin voilà. Voilà, et comment dire, j'ai trouvé aussi que c'était peut-être un peu tiré par les cheveux ce tome, surtout à la fin. Parce qu'il se passe quelque chose, je me dis mais c'est impossible que ça arrive, mais vraiment impossible, puisqu'il arrive quelque chose avec le Joker. Et si ça un jour ça arrive, c'est qu'il y a un problème. Un vrai gros problème. Sinon bien sûr il y a de l'émotion dans ce livre, même si je n'ai pas pleuré quand même. Enfin bon, voir Batman perdre son coéquipier, c'est jamais très drôle. Voilà. Alors, on passe au bilan de tout le mois. Avec mon petit carnet. Alors, bilan du mois, le meilleur livre, c'était A Bloodmore Romance, la légende des Bloodmore de Joyce Carol Oates, donc le deuxième tome de la trilogie gothique. Ex-aequo avec Maliki, évidemment, puisque cette BD est géniale et que je l'ai relue et que j'ai envie de tout relire encore une fois. Le flop du mois, c'est Les Larmes Rouges, tome 1, réminiscence que je viens de vous montrer. Voilà, je pensais aimer, hein, mais non. La surprise du mois, c'est La Vendetta, d'Honoré de Balzac. La déception, Les Larmes Rouges, et aussi les Mystères de Winterfell, puisque je pensais vraiment aimer ce livre autant que les deux premiers. Donc voilà, je suis un peu déçue. Alors, j'ai acquis 14 livres et j'en ai lu 14. Vive moi. Et j'ai commencé 2 séries, j'ai continué une série et j'en ai fini une. Faudrait peut-être que j'arrête de commencer des séries. En tout, j'ai lu 4388 pages. Pas mal. Et c'était un peu... Enfin, c'était pas... un peu diversifié, on va dire. J'ai lu 6 romans, un recueil de contes, 2 mangas, 3 non-fiction et 2 BD comics. Ça va, et parmi eux, il y a 5 fantastiques, en littérature contemporaine, 2 shonen, 2 témoignages, une BD humoristique, un essai, une romance et un comics. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez lu certains de ces livres et que vous les avez aimés, dites-moi. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!